Les vraies voix qui font tourner la France. Et les vraies voix qui font tourner la France. On attend toujours notre ministre, notre ancien ministre, Stéphane Travert, député du groupe Ensemble pour la République et ministre de l'Agriculture. Jean-Louis Marginier sera avec nous dans quelques instants, influenceur rural sur les réseaux sociaux. Et puis vous, au 0800 26 300 300, on va revenir dans quelques instants. Si vous, bien sûr, vous voulez parler agriculture et si vous êtes par exemple agriculteur ou agricultrice, vous êtes les bienvenus. On va revenir bien sûr sur cette actualité que l'on vit avec les agriculteurs depuis une semaine. Oui, le mouvement des agriculteurs a commencé maintenant il y a quelques jours. Vous êtes agriculteur, vous êtes dans votre ferme, vous êtes chez vous dans votre salle à manger en train de préparer le dîner ou dans votre cuisine, vous êtes sur les barrages, où que vous soyez, vous voulez témoigner, Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Les vraies voix qui font tourner la France. Les vraies voix qui font tourner la France. Les vraies voix qui font tourner la France, et on est ravis d'accueillir Stéphane Travert qui est avec nous, député du groupe Ensemble pour la République et ancien ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques instants, Jean-Louis Marginier sera avec nous aussi, influenceur rural et sur les réseaux sociaux. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Stéphane Travert, on vit en ce moment une période qui ressemble étroitement à celle de 2023 pour les agriculteurs. On a l'impression que cette question, en tout cas des agriculteurs et de l'international, et même c'est plutôt endogène aujourd'hui, ne s'arrêtera jamais. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi aujourd'hui ces agriculteurs sont encore en colère? Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement? Est-ce qu'il y a une mécompréhension? Comment on explique ça? Et vous savez, l'agriculture, elle connaît des crises structurelles, conjoncturelles depuis que l'agriculture existe. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde agricole est en émoi? C'est parce qu'on a un cocktail aujourd'hui autour de la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, ce qui va se passer demain à Bruxelles avec une énorme manifestation contre le Mercosur pour protéger nos filières viande, nos filières volaille, nos filières sucre, nos filières éthanol, un certain nombre de taxes européennes sur les engrais qui menacent nos filières sur les végétaux, etc. Et sur les céréales, voilà. Vous rajoutez à cela des crises liées au changement climatique, le manque d'eau dans un certain nombre de départements, qui explique aussi quelque part la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre avec la dermatose nodulaire contagieuse. Et vous avez ce cocktail de colère. Et qu'est-ce qui fait que les gens, là aussi, considèrent qu'il faut soutenir nos agriculteurs et l'agriculture en général? C'est parce que l'agriculture, c'est notre alimentation. 3 fois par jour, nous nourrissons. Et 3 fois par jour, nous avons besoin de cette alimentation. Et nous avons besoin de soutenir ces agriculteurs parce que l'agriculture française, elle est reconnue dans le monde entier comme étant la plus sûre, la plus saine et la plus durable, mais il faut qu'on en la protège. Mais il y a 2 ans, les agriculteurs manifestaient contre la baisse de leurs revenus, la hausse des charges, la concurrence déloyale à cause du libre-échange. On en parle, les normes et réglementations françaises et européennes. On a l'impression que rien n'a bougé. Si, il y a en plus maintenant la dermatose nodulaire contagieuse en plus. Oui, on vient rajouter une crise sanitaire à une crise économique dans certains secteurs. Il faut couper la France en 4. Déjà, oui, le discours que je tiens, je le tenais en 2024 lors des grandes manifestations agricoles en disant que il y a des territoires qui ne vivent pas la même crise. On peut considérer aujourd'hui que le Grand Ouest et la filière laitière se portent un peu mieux qu'il y a quelques années. Les prix du lait sont remontés. Sauf que nous venons de vivre des épisodes d'épidémie avec tout ce qui a été autour de la FCO, etc., avec le risque de baisse de naissance et donc moins de production de lait, moins de production de viande. Vous avez la sécheresse dans le sud-ouest qui pénalise nos viticulteurs, qui pénalise nos céréaliers. Et c'est vrai que quand vous rajoutez une crise sanitaire par là-dessus, eh bien, vous avez ce qui est en train de se passer, une colère des agriculteurs qui ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe et qui voient aussi une population qui est à leur côté. Et moi, je veux profiter aussi de cette antenne pour rappeler, parce que mes anciennes fonctions aussi me disent que
nous avons travaillé depuis un certain nombre d'années pour faire progresser notre agriculture et pour l'emmener le plus haut possible. Nous avons une voix française au niveau européen aujourd'hui qui est attendue et qui est entendue. Et nous avons besoin de réaffirmer un certain nombre de principes. C'est ce que nous faisons sur le Mercosur, par exemple. Demain, est-ce que le Mercosur sera signé ? Nous sommes un certain nombre de pays à considérer que ce traité, cet accord commercial, ne correspond pas à ce dont nous avons besoin. Il va fragiliser nos filières et donc là aussi nous devons continuer à, je dirais, faire le forcing et à nous battre avec toutes celles et tous ceux qui veulent que l'agriculture française reste une agriculture de qualité et une agriculture compétitive et qui fasse vivre ses agriculteurs. L'ancien député Jean-Baptiste Moreau, éleveur bovin, est avec nous. Jean-Baptiste Moreau, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes agriculteur, ancien député, donc vous avez vu les deux côtés. On posait la question à Stéphane Travers il y a quelques instants de se dire que on a l'impression que tous les 2 ans ou tous les 3 ans où ça s'accélère, que les agriculteurs souffrent de plus en plus, entre les suicides, entre le climat, entre les normes, entre l'Europe. En fait, c'est protéiforme. Oui, bonsoir, c'est reconstitution de Ligue dissoute puisque Stéphane était ministre à l'époque et moi rapporteur de la loi Egalim. Bonsoir, on a essayé justement, bonsoir Stéphane. On a justement essayé d'apporter un certain nombre de solutions au monde agricole avec notamment la loi Egalim en 2018 et à 2020. Voilà, on n'a pas été suffisamment loin, sans doute. Cette crise du monde agricole et notamment du monde de l'élevage, elle remonte à très loin. Elle remonte à sans doute plusieurs dizaines d'années avec la décapitalisation des cheptels, avec la diminution d'éleveurs dans des zones intermédiaires qui se retrouvent où les éleveurs sont de plus en plus isolés alors que c'est des boulots quand vous bossez avec les vaches. Alors, je suis ancien éleveur parce que j'ai arrêté il y a 2 ans. J'ai transmis à mon ancien salarié parce que voilà, c'est le prix de mon engagement politique, on va dire, mais je le regrette pas et voilà, mon ancien salarié travaille très bien aujourd'hui, mais c'est compliqué pour un éleveur aujourd'hui de s'en sortir. Oui, et effectivement le traumatisme de l'abattage total qui est au cœur finalement des revendications par rapport à la DNC ne se compensera jamais par des indemnisations financières. Enfin, je veux dire, c'est le boulot de plusieurs générations d'éleveurs, de ses parents, de ses grands-parents. Voilà, donc il faut l'entendre, il faut le comprendre. Maintenant. On entend que sur les barrages que c'est pas la seule revendication, que c'en est une. Il faut savoir si on veut éradiquer totalement. Qui remontent du coup. Qui remontent. Voilà. D'autres problématiques, qui remontent bien évidemment. Est-ce qu'on veut l'éradiquer totalement ? Si on veut l'éradiquer totalement, la seule méthode c'est celle-là. C'est grâce à celle-là qu'on a éradiqué la fièvre afteuse, qu'on a éradiqué la grippe aviaire. Voilà, il y en a pas 50. Et après, si on veut vivre avec, on peut vivre avec en vaccinant, comme on fait avec la FCO, mais avec des impacts économiques et politiques qui sont assez dramatiques. Donc voilà. Oui, on entend sur le Mercosur les inquiétudes. Je pense que le président de la République est assez clair et le Premier ministre et la ministre de l'Agriculture que j'ai vu à travers une publication a dit que la France allait s'opposer au Mercosur. Il faut espérer qu'il y ait une minorité de blocage au Conseil de l'Europe pour s'opposer, pour que ce traité funeste pour l'agriculture française ne rentre pas en application. On est avec Jean-Louis Marginier, qui est influenceur rural. Bonsoir Jean-Louis Marginier. Monsieur, oui. Merci de vous donner la parole. Est-ce qu'il y a un mal-être paysan et de la France rurale ? Vous êtes un influenceur très suivi sur les réseaux sociaux en tant qu'agriculteur. Il y a un mal-être paysan et de la France rurale ? Oui, il y a un gros malaise. Vraiment un gros malaise. Et je ne sais pas si les gens se rendent compte du malaise qui se passe actuellement en France. Jean-Louis, vous restez avec nous. Sylvie est avec nous aussi au 0826 300 300. Bonsoir Sylvie. Vous nous appelez de Rodez. Vous êtes femme et mère d'agriculteurs. Vous vouliez réagir ? Oui, parce que j'entends souvent des émissions qui parlent du mal-être des agriculteurs, des conditions de travail. Je voulais vous dire que nous, on est une famille où c'est la vie en vache, H24. Les week-ends, je vais aider. Et malgré tout ça, mon fils et mon mari ne peuvent pas se sortir de salaire. Parce qu'en fait, on est lié au prix du marché. Ils font du veau sous la mer en filière à la bouche. C'est une production très qualitative, de niche. Mais on est lié au prix du marché. Donc, il y a un seul marchand qui vient acheter les bêtes. Il prend les bêtes. On ne sait pas combien il nous les paye. Il nous les paye en fonction du classement. Alors, les agriculteurs qui entendent, ils savent que cette production... C'est une production qui demande énormément de travail. D'ailleurs, il y a peu de gens qui font ça.
Il faut dire que le veau que vous achetez en barquette dans les supermarchés, c'est du veau qui est élevé en intégration. Ce sont les veaux des vaches laitières qui sont ramassés, réunis dans des bâtiments immenses, nourris avec du lait en poudre bourré d'antibiotiques, sortir un produit très formaté, avec une couleur unie, une taille d'escalope et de côtelettes uniforme. Mais les animaux, en fait, ils sortent pas d'une chaîne d'usine. Ils ont chacun leur spécificité. Et si vous voulez aider les agriculteurs, il faut favoriser les circuits courts. Il faut aller acheter directement chez eux. Parce que les intermédiaires se garent sur le dos des producteurs. Alors, je rebondis sur ce que vous dites, Sylvie. C'est-à-dire que lorsque vous ne connaissez pas à l'avance le prix de... C'est fou. Non. Attendez, je me tourne vers Stéphane Travers. La difficulté, effectivement, et lorsque l'on a, avec Jean-Baptiste, porté la loi Egalim, c'était avec l'ambition de construire un prix en marche avant, c'est-à-dire partir de son prix de revient pour définir le prix qui vous permet de tout simplement de gagner votre vie, voilà, et de bien négocier. Alors ça a pu marcher et c'est vrai que la loi Egalim a eu des répercussions positives sur la filière laitière, mais on s'aperçoit effectivement, et Jean-Baptiste ne contredira pas là-dessus, que sur la filière bovine, le compte n'y est pas aujourd'hui. Nous avons du mal à contractualiser dans certains points de filière, et pourtant ce sont des produits de qualité. Vous parlez, madame, d'élevage de veaux sous la mer. C'est un produit qui est recherché. C'est le veau du Séguéla, théoriquement, dans l'Aveyron, qui est très qualitatif. Et dans l'Aveyron en particulier. Et c'est vrai que je vois mes deux collègues de l'Aveyron qui défendent cette filière bec et ongles et qui ont des craintes avec ce qui risque de se passer demain avec les traités internationaux. Et donc nous devons accentuer ce travail sur la contractualisation et mettre les éleveurs au cœur du dispositif et de la... Qui décide de ça, Stéphane Travers? Parce que j'ai l'impression que on est tous, on n'a pas de poids là-dessus. Qui décide aujourd'hui de ne pas donner des prix en avance? Alors, il y a le travail de l'interprofession, il y a ce qu'on appelle, sans rentrer dans la technique, les indicateurs de coûts de production qui doivent permettre de fixer les prix qui permettent aux éleveurs de pouvoir tout simplement gagner leur vie. Et derrière, ce sont effectivement les marchés qui ensuite, en fonction de la demande des clients, qui vont déterminer les niveaux de prix. Mais je crois que moi, je crois que la contractualisation reste un modèle qui peut nous permettre de mieux anticiper à la fois les crises économiques, les besoins aussi, et on a besoin de planification aussi dans l'élevage bovin, et c'est aussi une manière pour les producteurs de pouvoir mieux négocier, parce qu'ils auront contractualisé, de mieux négocier leur prix en deçà duquel ils gagneront leur vie, tout simplement. Alors, Jean-Baptiste Moreau, en 1982, vous étiez agriculteur, la France comptait 1,6 million... Non, je suis pas assez vieux que ça, Philippe. Non, en 1982, j'avais 5 ans. Non, Jean-Baptiste Moreau, c'est 1882. Mon père était agriculteur, mais pas moi. Non, mais en 1982, la France comptait 1,6 million d'agriculteurs, 400 000 aujourd'hui. Oui. L'agriculture, c'était 7,1% de l'emploi en France, 1,5% aujourd'hui. Alors, outre la mécanisation, mais il y avait déjà des moissonneuses-batteuses à l'époque. Comment expliquer cet effondrement du nombre d'agriculteurs ? Ben effectivement, et c'est là que réside une partie du malaise, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, avant, l'agriculteur, il travaillait avec ses 400 voisins quand il manipulait des animaux et tout ça. Aujourd'hui, il se retrouve tout seul. Quand il a de la chance, il trouve des salariés pour faire le boulot avec lui, parce que dans les animaux, faire le boulot tout seul, c'est pas simple. Donc voilà, mais oui, la raréfaction, elle est due à ça. Elle est due au problème économique qui fait qu'on n'arrive pas à vivre de son métier, et que ça a découragé un certain nombre d'agriculteurs, notamment les exploitations les plus petites. Il y a eu des regroupements. Voilà, il y a des sociétés aujourd'hui, des GAEC, justement pour mieux organiser le travail aussi, parce que les nouvelles générations d'agriculteurs aujourd'hui qui sortent de l'école, les jeunes, ils veulent pas forcément bosser tous les week-ends, jour et nuit. Donc, si vous avez 2 ou 3 associés, vous pouvez vous relayer, c'est moins dur. Et ce que disait madame sur le veau de lait, il n'y a pas que le veau de Ségala, il y a le veau de Corrézien aussi. La belle rouge, le veau sous la mer. Mais là, dans l'Aveyron, c'est plutôt le Ségala, à mon avis. Voilà. Jean-Louis. Oui. Jean-Louis Marginier, oui. On parlait du mal-être paysan. Souvent, vous vous plaignez des problèmes de paperasse. Vous passerez l'expression, c'est un peu comme les médecins qui disent on passe plus de temps à faire des tableaux Excel. Ou les policiers. Ou les policiers, oui. C'est pareil. On passe plus de temps à faire des tableaux Excel qu'à s'occuper de notre bétail ou de nos champs. Est-ce que c'est la réalité ?
Bon, mais écoutez, déjà, je vous arrête parce que moi, je suis pas agriculteur, déjà. Oui. Bon, je suis un gars qui est de la terre aussi, qui adore la terre et les animaux. Bon, moi, j'ai quelques bêtes à la maison. Ça, j'ai entendu parler qu'il y a beaucoup de paperasse et c'est un petit peu, pas tellement ça c'est embêtant, quoi. Et beaucoup de papiers pour rien faire. C'est-à-dire que comme votre précédent collègue là qui disait que aujourd'hui, il y a de moins en moins d'agriculteurs, c'est vrai. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a de plus en plus de fonctionnaires dans les bureaux. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des agriculteurs et il y a le double de gratte-papier, comme j'appelle ça. Ah ben, ça, c'est une vraie question. On va poser la question à l'ancien ministre. Les agriculteurs se plaignent donc de la paperasse. Quand le nombre d'agriculteurs a été divisé par 4 entre 82 et 2024, le nombre de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture a été multiplié par 2, passant de 18 000 à 36 000. Comment expliquer cette inflation d'un côté, cette déflation de l'autre? Et on imagine qu'ils sont beaucoup moins productifs que leurs collègues d'il y a 40 ans. Vous savez, moi je veux rendre hommage aux fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, parce que c'est 45 000 fonctionnaires au ministère de l'Agriculture, mais c'est pas 45 000 fonctionnaires qui sont dans un bureau. Oui. Ce sont des fonctionnaires qui sont sur le terrain, ce sont des fonctionnaires qui sont dans les directions départementales de protection des populations, ce sont des fonctionnaires qui sont qui sont vétérinaires et qui mais ça travaillent explique pas le fait qu'on les doublait pour s'occuper de 4 fois moins de monde. Mais là aussi, nous avons besoin aujourd'hui de fonctionnaires, bien évidemment, pour faire tourner la machine. On a besoin de simplification, et vous parlez au rapporteur du projet de loi de simplification, on a essayé d'y aller. Et vous voyez, c'est toujours la même réaction. Quand on parle de simplification, cela fait toujours sourire parce qu'on part de tellement loin, je suis d'accord avec vous. Nous avons un gros travail là-dessus à faire. Ça date pas de Macron, ça date de Hollande, le choc de simplification. Oui, ça a commencé sous François Hollande, puisque il y avait un secrétariat d'État qui était dédié à ça, avec Clotilde Walter et Jean-Vincent Placé, qui a été le premier, pour ramener les choses à ce qu'elles sont. Et donc, nous avons ce gros travail de simplification à mener, et lorsque nous avons travaillé sur le projet de loi simplification il y a encore quelques semaines au Parlement, eh bien, nous avions beaucoup de mal à simplifier, parce que vous avez beaucoup de parlementaires qui, à force d'amendements, viennent recréer de la norme, et de la norme supplémentaire. Et je peux vous dire que ce n'a pas été une partie très très simple, et nous avons besoin de travailler à cette simplification dans les démarches administratives, mais nous avons besoin de l'accompagnement administratif. Et moi, je veux véritablement rendre hommage. Aujourd'hui, avec la crise que nous avons, et notamment la crise sanitaire, nous étions tout à l'heure à l'Assemblée nationale, à la Commission des affaires économiques que je préside, nous avons auditionné la directrice de la Direction générale de l'alimentation, qui nous a expliqué ce que faisaient les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture sur le terrain, les vétérinaires, pour aller expliquer ce qu'ils font tout au long de l'année pour, je dirais, enrayer les différentes épisodies que les agriculteurs peuvent rencontrer. Ce sont aussi les formations à travers les lycées agricoles. Nous avons l'ONF également. L'Office national des forêts. Budget, lorsque certains veulent quelque part supprimer des postes, eh bien, vous en aurez toujours pour venir défendre le fait qu'on a besoin de gens pour s'occuper de nos forêts, on a besoin de gens pour s'occuper de notre sécurité alimentaire, on a besoin de gens pour surveiller nos frontières et bien vérifier si les produits qui rentrent en France sont conformes à nos attentes sociétales, environnementales, sociales et sanitaires. Et donc tout cela, c'est fait par les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, et il faut aussi leur rendre hommage. Mais comme le dit notre interlocuteur influenceur sur les réseaux, Jean-Louis Margerie, et je veux dire que il a raison, on a un gros travail de simplification à faire, mais la montagne est haute. Et Sylvie, quand vous écoutez notre ancien ministre de l'Agriculture, qu'est-ce que vous avez envie de lui demander ? Pas grand-chose. Je voudrais aussi dire, il parle des exploitations. Enfin, il y a de moins en moins d'agriculteurs, mais c'est lié au fait à la pression foncière et puis aussi à l'agrandissement. Tout le foncier part à l'agrandissement, et parce que les gens qui sont déjà bien assis en veulent encore plus, et ils laissent pas de place aux exploitations petites, voire moyennes, quoi. Mon mari, il a débuté, il avait 10 hectares familiales. Après, il a une double activité. Il était salarié dans une entreprise dans le bâtiment en faisant l'exploitation. Ensuite, il a eu la possibilité de s'agrandir. On a installé notre fils. Il a eu aussi l'occasion de s'agrandir. Là, ils sont à 2 sur 60 hectares. C'est pas beaucoup. Ils sont en GAEC. Mais ce qu'on oublie, c'est que les agriculteurs, ce sont eux qui entretiennent les espaces. Et les grosses structures avec 180, 200, 150 hectares,
elles vont travailler les parties les plus mécanisables, mais le reste, ça va devenir des friches, quoi. Donc, autrefois, certes, les petites exploitations vivaient avec quelques bêtes, et maintenant, c'est plus possible. Mais quant à dire que l'Europe, les aides de l'Europe, franchement, c'est un bol d'air pour la trésorerie, quoi. Quand les primes tombent, bah oui, forcément. On peut la payer, quoi. Ça, faut le dire aussi, quoi. On court un danger sur la PAC aussi. Et il y a ça aussi, parce que dans la colère qui s'exprime aujourd'hui sur le terrain, il y a la crainte d'une PAC qui ne soit pas à la hauteur des ambitions de la politique agricole que nous souhaitons mener. Aujourd'hui, il y a la tentation au niveau européen de fusionner la politique agricole commune et les politiques de cohésion, ce qui reviendra à dire que nous aurions une politique agricole commune à la carte qui ne serait plus à la hauteur de ce qu'elle est aujourd'hui. Et bien évidemment, aujourd'hui, les agriculteurs, ils ne veulent pas vivre de subventions. Bien évidemment, ils veulent vivre de leur travail. Et ça, moi, je le partage totalement. Et il ne faut pas opposer les modèles les uns aux autres. Pour autant, la politique agricole commune, la France en est un des premiers contributeurs nets. C'est 10 milliards d'euros qui reviennent dans nos fermes tous les ans avec la politique agricole commune. Est-ce qu'ils sont bien répartis, ces 10 milliards? Alors après, il y a la question de la répartition. C'est une vraie question. Premier pilier, deuxième pilier. Oui. Vous savez qu'il y a aussi des aides, ce sont des aides surfaciques, etc. Et c'est vrai qu'il y a un débat aujourd'hui, et nous l'avons à l'Assemblée nationale, sur la manière aujourd'hui de répartir la politique agricole commune. Et là, nous sommes en train de discuter la maquette financière de la politique agricole commune. Et aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment ambitieuse. Nous ne sommes pas au rendez-vous des attentes à la fois des agriculteurs, mais aussi des attentes du modèle agricole que nous souhaitons porter les uns et les autres. Merci en tout cas Jean-Louis d'avoir appelé au 0826 60 300. Merci beaucoup Sylvie en tout cas pour votre témoignage. Comment on peut, alors Jean-Baptiste Moreau ou Stéphane Travers, inspirer encore et comment on peut, cette situation peut nous permettre d'avoir demain des nouveaux agriculteurs qui pourront s'installer, qui donneront, avec une vision assez pérenne en tout cas de l'agriculture, parce que forcément ça doit freiner pas mal de gens, Stéphane Travers ou Jean-Baptiste Moreau. Vous savez, moi quand je vais pourront nourrir les Français parce que c'est leur objectif. C'est leur objectif, c'est nourrir les Français avec des produits de qualité. Moi quand je me rends dans les lycées agricoles et j'en visite un certain nombre, il y a beaucoup de jeunes gens et beaucoup de jeunes femmes qui sont entrés dans les lycées agricoles et ce qu'on appelle les NIMA, les non issus du milieu agricole, et des jeunes femmes qui viennent dans les lycées pour se former parce qu'elles veulent apporter du soin à leurs animaux et ensuite pouvoir élever des animaux et en faire des produits de qualité et donner du sens aussi à leur métier. Et je pense qu'on a besoin de la confiance. Quand on a fait le projet de loi d'orientation agricole, on a créé le bachelor. Le bachelor, c'est comment on donne des outils techniques de formation aux agriculteurs. Parce qu'un agriculteur, on lui demande aujourd'hui des capacités agronomiques, bien évidemment, savoir cultiver sa terre, savoir élever ses animaux, mais on lui demande aussi de savoir gérer une entreprise, d'être un chef d'entreprise. Et donc, il faut développer cela et nous aurons la confiance dès lors où nous saurons donner des débouchés commerciaux aux agriculteurs. Dès lors où on leur dira, vous prenez une exploitation et demain vous avez un modèle qui est pérenne, un modèle qui est compétitif, là vous retrouverez des agriculteurs suffisamment en nombre parce que nous avons besoin de travailler aussi à notre souveraineté alimentaire pour ne pas dépendre des autres pays. Il y a une question quand même qui se pose pour une réponse rapide. On parle de l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une concurrence déloyale intra-européenne? On l'a vu pour l'élevage bovin, Jean-Baptiste Moreau, où les abattoirs allemands faisaient travailler des travailleurs détachés roumains ou tchèques à 400 € par mois pour 48 heures de travail par semaine, ce qui a tué nos abattoirs comme Doux, par exemple. Non, mais ça a progressé, justement. Ça, là-dessus, sur la directive travailleurs détachés, elle a été revue au niveau européen. Mais le mal était fait quand même. On a moins ce problème. Non, le problème des abattoirs français, c'est surtout qu'il manque de marchandises, en fait. C'est qu'il manque d'éleveurs et donc il manque d'animaux. Et c'est pour ça que nos abattoirs, aujourd'hui, ils ferment parce qu'ils ont plus suffisamment d'animaux à abattre. Et pour compléter ce que disait Stéphane, ce qu'ont besoin les jeunes pour avoir envie de s'installer, notamment en élevage, c'est d'avoir du revenu, évidemment, parce que vous n'allez pas expliquer à un jeune de venir s'installer sur une ferme et qui vivra avec rien et sans salaire et d'amour et d'eau fraîche. Hein, ça marche pas. Et de deux, c'est l'organisation du travail. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes générations, elles veulent pas forcément, comme j'ai pu le faire pendant 17 ans, ou comme mes grands-parents ont pu le faire, bosser nuit, jour, week-end compris. Ils veulent une organisation du travail différente. Et dans le monde de l'élevage, il faut qu'on réfléchisse sur l'organisation du travail. D'ailleurs, pour ça que j'ai créé un cercle de réflexion il y a 2 ans pour travailler sur ces questions-là et sur la politique agricole commune. Ils ont besoin d'une vision globalement politique à moyen et long terme. Parce qu'une exploitation agricole, ça se pilote pas à 2 ans, ça se pilote pas à 10 ans, 20 ans, parce que c'est des cycles de production très longs.
et ils ont besoin de savoir où on les emmène. Et c'est sans doute ça aussi qui s'exprime à travers ces révoltes. C'est parce qu'ils voient pas où on veut les emmener. On leur parle de souveraineté, mais en même temps, on ne cesse d'augmenter les importations et de diminuer notre production. Donc voilà, il y a tout ça qui est dans la colère qui est exprimée aujourd'hui. Ils veulent des perspectives et de la visibilité. Voilà, en tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Moreau, d'avoir accepté notre invitation, ancien agriculteur et ancien député. Merci beaucoup, Stéphane Travers, de vous être déplacé aussi, député du groupe Ensemble pour la République et ministre de l'Agriculture. C'était entre 2017 et 2018. Merci beaucoup, en tout cas. Dans un instant, Magali Berda. Ah, vous êtes là, Bonsoir. mon petit. Comment ça va? Et vous? Oui, ça Très va. bien. On vit pas dans la même France? On vit pas dans la même France. Bah oui, on le voit tous les jours. Bien. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est passionnant. Chaque soir, on apprend des choses en plus. Donc nous, l'émission, c'est un peu la politique pour les nuls. On parle vraiment, d'une manière très cool, très simple, mais au moins on arrive à se faire comprendre. Donc c'est cool. Et ce soir, on va parler d'un sujet qui est hyper d'actualité, parce que demain, c'est la journée de l'immigration. Oui. Et comme c'est la journée de l'immigration, on a décidé de faire un sujet là-dessus pour savoir ce que vous en pensez, vous, nos auditeurs préférés. Est-ce que la France a perdu le contrôle? Oui ou non? C'est un vrai débat en ce moment sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle. Enfin, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Et ce soir, pour débattre de ce sujet, on reçoit Gamal Albina, qui est cofondateur du mouvement des droits civiques. Et il va débattre avec Jean Messia, qui est président du cercle de réflexion Vivre Français. Ils sont pas du tout d'accord, je préfère vous prévenir, ça va être un grand moment. Allez, 0826 300 300 si vous voulez participer au débat. Vous êtes les bienvenus. On vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup Maxime, merci Aude, merci Antoine, merci François-Louis, merci Justine, merci Philippe David. Merci Cécile. Passez une très belle soirée. Merci Monsieur le Ministre d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation et à bientôt. Et à bientôt. Et tout de suite Magali Berda. Passez une très belle soirée. On se retrouve demain à partir de 18h. Salut. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.